Yaorana et bienvenue dans Manava. Entre légendes, ouvrages célèbres et récits historiques, la baleine fascine et intrigue depuis des siècles. Comment migre-t-elle? Comment vit-elle? Nos invités vont nous éclairer sur ces incroyables mammifères marins. Avec nous, j'accueille aujourd'hui Fanny Martre, qui est chargée de la biodiversité en milieu marin à la DIREN, la DIREN étant la direction de l'environnement. Frédéric Torrente, qui est anthropologue. Charlotte Esposito, qui est la fondatrice d'Océania. Et Olivier Bétrémieux, qui est vétérinaire et membre bénévole de l'association Mata Tohora. Bonjour. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Yarana. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un cétacé? Oui, avec plaisir. Un cétacé, déjà, est un mammifère marin. C'est un ordre qui réunit plusieurs espèces, toutes les espèces de dauphins et de baleines que le grand public est amené à connaître. Donc, c'est un petit peu plus de 86 espèces actuellement. Et on est assez privilégié dans le sens où, ici en Polynésie française, on peut en observer 25 différentes. C'est pas mal. Ah ben, Ouais, alors pas mal. justement, Fanny, quel type de cétacés croisent dans nos eaux? Alors, soit croisent, soit vivent, hein, peut-être. Oui, les dauphins, les baleines. Mais tu veux que je t'énumère toutes les 25? Non, hein. Oh, Il y a 25 espèces plus en connues. fait, les plus connues. Donc le dauphin à long bec, le grand dauphin qui est à Rangiroa, les globicéphales, les baleines à bosse. Ça, c'est vraiment celles qu'on croise le plus souvent. Et les Alors, orques. est-ce que- Ouais. Les orques. Les Ah, Et les orques de temps en maintenant, temps, voilà, c'est vrai. voilà. Ouais, c'est vrai Oui, que de oui, temps en temps, il y a c'est les vrai. orques aussi. C'est vrai. Alors, est-ce qu'ils sont situés dans un endroit particulier ou sur l'ensemble de la Polynésie? L'ensemble de la Polynésie. Ils peuvent se balader tranquilles, personne ne Oui. les embête. Normalement. 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 Olivier, parle-nous de l'association Mata Tohora, s'il te plaît, ses objectifs. C'est une association qui a été créée par Agnès il y a 10 ans. Et les objectifs, c'est un peu comme Océania, c'est l'éducation, la prévention et tout le côté scientifique sur les animaux, les mammifères marins et les animaux de l'océan. Frédéric, l'anthropologue que tu es, parle-nous un petit peu de la symbolique de la baleine dans la culture polynésienne. Oula. En Alors, quelques mots, je précise. déjà, dans la société ancienne, les baleines n'étaient pas des cétacés dans les concepts, puisque c'était des IA ou Ika, comme des poissons, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les êtres avec des nageoires. Hein, donc, il n'y a pas cette différence autrefois entre cétacés, tortues même. Voilà. Alors, la baleine autrefois, bien sûr, a une symbolique très forte, notamment pour symboliser la migration. La migration, dans le Pacifique, c'est près de 2000 ans de contact entre les Polynésiens ou les gens des îles et les animaux marins de grande taille. Il y a les baleines, mais bien sûr aussi les dauphins. Du coup, vraiment, la baleine, vraiment, comme la tortue d'ailleurs, est ce symbole de la migration, puisque les gens, lors des migrations polynésiennes, rencontraient ces espèces-là et étaient suivis. Donc on Et considère que c'est un animal qui les a toujours suivis ou ils suivaient l'animal. Mais en fait, c'est les deux qui se suivent. Hein, Voilà. parce que chaque fois qu'on voit une migration polynésienne, il y a c'est le circuit des baleines et inversement aussi. Donc, ça, c'est Du bon intéressant. sens. Ouais. Charlotte, alors on parle des baleines, alors d'où viennent-elles enfin, surtout celles qu'on voit en Polynésie. Pourquoi est-ce qu'elles passent par la Polynésie et où est-ce qu'elles vont ensuite? Alors, les baleines à bosse que l'on observe autour de nos îles chaque année viennent de l'Antarctique. Donc, elles effectuent cette migration de façon annuelle, c'est-à-dire qu'elles passent à peu près la moitié de l'année en Antarctique sur leur zone d'alimentation et l'autre moitié de l'année autour de nos îles pour la période de la reproduction. Donc, les objectifs sont la reproduction, la mise bas et le repos. Elles viennent chercher un habitat tout simplement plus propice pour leurs baleineaux, c'est-à-dire des eaux plus calmes, plus chaudes, et leur donner le maximum de chances de survivre. Voilà, après, c'est vrai qu'on observe absolument tous les statuts, que ce soit des mâles, des femelles, des jeunes, des moins jeunes, des individus en âge de se reproduire ou pas, parce qu'il y a aussi vraiment cette notion d'apprentissage. Lorsqu'on parle de la baleine à bosse, on parle d'une espèce qui est plutôt solitaire, mais pour lequel il y a une très grande importance à réaliser ces migrations de façon annuelle pour apprendre les uns des autres. Donc, par exemple, d'observer un mâle qui n'est pas sexuellement mature, mais qui est quand même autour de nos îles, eh bien, pour lui, l'intérêt va être d'observer les autres mâles, d'apprendre ce chant,
de pouvoir le perfectionner et quand ce sera son tour de rentrer dans le jeu, d'être tout simplement prêt. On a, Donc, on a réussi à définir la raison pour laquelle, à un moment ou un autre, plutôt que de rester dans les eaux de l'Antarctique, mhm, donc qui sont à 0, 0, 1, ils sont très et qui froides. montent ensuite, donc on est au sud, qui montent ensuite vers la Polynésie. Cette raison, on a réussi à la comprendre et surtout à l'identifier. Foncièrement, comme je te l'ai expliqué, c'est vraiment le rôle, c'est-à-dire que l'Antarctique, il est vraiment assimilé à leur source de nourriture, qui est le krill, des petites espèces de poissons qui ne sont que là-bas. Donc c'est vraiment le moment de l'année où elles vont se dévouer à toutes leurs techniques et stratégies pour emmagasiner le maximum de gras. Et ensuite, venir dans nos eaux, l'intérêt, il est complètement différent. Et clairement, ce sont les conditions climatiques qui rendent le climat plus confortable pour la Eau mise froide, eau bas, chaude, quoi. En etc. clair, Eau froide voilà. ou chaude, c'est juste plutôt une histoire de rôle de D'accord. ces deux zones-là à identifier plutôt que de température. Elles ont des adaptations complètement incroyables pour y pallier, hein, que ce soit leur gras ou bien leur réseau sanguin qui est complètement incroyable. Donc pour elles, passer une partie de l'année au froid et l'autre au chaud, Oui, oui, en préparant l'émission, j'ai vu ça, elle passe d'une température à l'autre, tranquille, quoi. exactement. Fanny, alors quels ont été les effets positifs de la création en 2002 du sanctuaire des mammifères marins de Polynésie française? C'est de protéger toutes ces espèces parce que malheureusement, il y en a certaines qui sont en danger critique. Tu peux nous expliquer Et- justement ce qu'est ce sanctuaire Ah, le sanctuaire, en Oui, fait, c'est la protection de tous les mammifères marins au sein de notre ZEE, donc les environ 5 millions de kilomètres carrés. Tous les mammifères marins qui sont dans nos eaux sont protégés. Donc, donc en clair, aucun bateau de l'extérieur ou même de l'intérieur ne peut les chasser et ce non, genre de choses. voilà. C'est soumis à des règles pour des activités touristiques. Mais la pêche, tout ça, dans notre ZEE, tout est interdit. Tant mieux. Très C'est bien. protégé. D'où Voilà. le nom du sanctuaire. Ouais, On leur c'est fiche ça. totalement la paix. C'est ça, exactement. Et quel type de, on va dire, qu'est-ce qui pourrait les agresser en dehors de ce sanctuaire? Et je parle plutôt du côté humain et non pas du Mhm. côté animal, parce que du côté animal, bon, bah, justement la nature. Oui. Dans nos eaux? Non, dans nos eaux, je sais qu'il n'y a Dans, rien, mais en voilà. dehors, En entre. dehors, il y a la chasse. Malheureusement, il y en a encore qui chassent la baleine. La pêche Donc la chasse, aussi. ça va être les Japonais qui chassent Oui, encore. voilà, ils chassent encore. Après, il y a la pêche, les captures accidentelles et les méthodes de pêche, en fait. Nous, dans notre ZE, les méthodes de pêche sont exemplaires, mais ailleurs, il y a la pêche à la Seine où on ramasse tout, en fait. Oui, en Hein. fait, si elle se C'est... retrouve prise dans le filet, Oui, voilà, c'est donc ça. elle meurt. Elle meurt, oui. Évident, effectivement. Olivier, combien de temps vit une baleine? Quelle taille et poids et combien perd-elle de volume lors de leur migration? Une baleine à bosse adulte, c'est 45 tonnes, 17 mètres à peu près, hein. Il y a des variations entre les individus comme chez nous. Elles perdent beaucoup de leur poids de partir de l'Antarctique, venir ici et repartir parce qu'elles ne mangent pas ici. Et elles ne mangent pas ou peu. S'il y a des bancs de hina, elles peuvent les attraper. Mais c'est hyper rare et c'est pas documenté vraiment. Et vraiment, elles restent à la diète à partir du moment où elles partent en Antarctique et quand elles reviennent. Et on sait combien de temps vit une baleine? À peu près 40, 70 ans, ça dépend C'est aussi. extraordinaire, quand même. Oui. Ça dépend si elles rencontrent des Japonais ou pas sur la route. Ouais, oui, en faisant les recherches, je me suis rendu compte que ça soit au sud, c'était les Japonais et au nord, c'est Norvégiens. Oui, ils sont pas seuls, hein, Les c'est îles Ouais, ouais, véridique, ouais. Féroé. hein. On a clairement l'Islande, la Norvège, la Russie, Ouais, là, ils sont en train de- l'Indonésie. Il y a encore d'autres pays en dehors du Japon qui exercent toujours cette chasse-là. Ils ont ouvert la chasse au globicéphale aux îles Féroé. Exactement. D'accord, mais pas drôle tout ça. Non. Frédéric, quel rapport les pêcheurs polynésiens avaient avec les baleines? Que ça soit en termes de chasse, est-ce qu'ils avaient des bateaux dédiés? Comment est-ce que ça fonctionnait? Alors déjà, il faut se situer à différentes époques, hein. Mhm. Avant l'évangélisation, donc les baleines, enfin tous les animaux marins de grande taille étaient attirés de façon assez magique d'ailleurs, puisque on rentre dans la religion, il n'y a pas de séparation. Du coup, il y avait des attireurs de baleines qui étaient chargés d'attirer les baleines dans les lagons, au Tuamotu par exemple, dans les Roto Parawa, et sinon dans les grandes baies comme aux Marquises ou autres, hein, ces mammifères étaient conduits pour pouvoir les capturer, et surtout les coincer en eau peu profonde pour pouvoir les capturer. Alors j'ai lu, alors si je me trompe, tu vas me corriger, en faisant les recherches, j'ai lu que il y avait aussi un vrai respect, c'est-à-dire on ne tuait pas pour tuer, mais Bien sûr. si on tuait une pièce,
on savait que ça allait faire telle période et que ça suffisait. Donc il y a une forme, même si c'est de la chasse, mais c'est de la chasse Oui, pour oui. se Ouais, c'est comme nourrir, les il y Inuits, a une hein. forme de respect quand même, non? Mm. Bien sûr. Oui, alors déjà, il y a la partie de la religion. Autrefois, avant l'évangélisation, certaines espèces marines étaient sacrées, les tortues, certaines baleines, et surtout les baleines étaient parfois comment dire, l'ancêtre totémique d'un clan particulier. Par exemple, le clan des Oropa, Paya et Punavuya, c'était donc la baleine Oropa, qui était donc ce qu'on appelle aujourd'hui un Taura, hein, donc Mhm. cette notion a survécu à la religion chrétienne, hein. Et du coup, ce Taoura donc, est vraiment l'âme de la famille, l'ancêtre duquel on descend. Ce qui fait que déjà, les gens n'avaient pas le droit ni de chasser leur famille et leur ancêtre, ni de le tuer, bien sûr, et surtout pas de le manger. Voilà. Par contre, ça arrivait dans certains archipels, sur les Australes ou ce genre de choses. Ça pouvait arriver que la baleine soit chassée pour Oui, mais être. Oui. partout les gros mammifères étaient chassés pour nourrir l'ensemble du clan, hein. Mais de façon assez exceptionnelle et entouré Et très respectueuse, d'interdits. voilà, et toute une. Ouais. N'importe qui ne chassait pas, bien sûr. C'est un milieu réservé aux hommes, le milieu du large, hein, donc du coup, il y avait tout un tas de techniques particulières et surtout de procédés qui quand même respectaient les espèces. C'était pas un carnage comme les carnages qu'il y a pu y avoir au 19e siècle, hein. Alors j'allais venir, Voilà. on va rester sur le même sujet, c'est comment s'est fait on va dire, la confrontation entre les Polynésiens qui avaient un profond respect pour la baleine et les baleiniers qui sont venus en plusieurs couches en fonction, alors les Anglais, ensuite les Américains, ensuite d'autres, c'était anglais-américains déjà, et quelle a été la confrontation, on va dire, entre la population et les baleiniers? Mais il n'y a pas une île polynésienne qui n'a pas les traces de ces fameuses visites de baleiniers, hein. Donc, les baleiniers qui étaient souvent sans foi ni loi, qui venaient Ouais, il n'y avait pas de des règle, hein. Ouais, ouais. États-Unis, d'Australie. Il n'y avait pas de règles et surtout beaucoup de déserteurs qui amenaient dans les îles tout un tas de problèmes, des maladies et surtout l'alcool, hein. Donc, l'alcool qui a été introduit beaucoup par les navires baleiniers. Du coup, voilà, ça n'a pas été très heureux déjà par rapport à ce système de chasse à la baleine. Ouais, parce qu'ils venaient en Voilà, campagne ici, hein, c'est voilà, ça? c'est ça. Et puis après, bon, il y a des gens qui ont été même enlevés, hein, donc Ouais, des c'est pas une période Polynésiens. super Non, non, glorieuse, c'est hein. Ouais, vraiment pas ouais. une période très, très heureuse. Et bien sûr, après, ben, les gens ont été recrutés pour participer également, eux aussi, à la chasse à la baleine. Et d'ailleurs, les derniers grands chasseurs de baleines, on les trouve à Rulutu, hein. Je pense que vous avez déjà lu Ouais. les récits. Ça, voilà. Donc, du coup, on est passé de l'un à l'autre. Une société qui s'est carrément inversée, mais ça, c'est pas que au niveau des baleines, quoi, hein. Ouais, il y a eu Voilà, d'autres voilà. changements qui ont été faits de la sorte. Mm. Charlotte, les changements climatiques ont quel impact sur le comportement des cétacés en Polynésie? Et est-ce que ça impacte sur la période de leur venue dans l'autre zone, par exemple? Ouais, alors c'est une excellente question. Alors il y a Merci. énormément, non mais c'est vrai qu'il y a énormément d'hypothèses qui sont posées à ce jour par rapport au réchauffement climatique. Localement, il n'y a aucune étude scientifique qui a été déployée sur le sujet. Alors celle qu'on peut citer en première, vu qu'on parle d'espèces migratrices pour les baleines à bosse notamment, c'est clairement l'impact que ça peut avoir sur les grands courants. On l'observe de façon mondiale, hein, la façon dont le Gulf Stream typiquement a complètement bougé. Il n'y a rien. Enfin, ici, ça pourrait être exactement le même cas. Et vu que ces espèces-là se déplacent au gré de ces courants, ça pourrait être le premier impact. L'autre, par contre, qui a déjà commencé à être observé au niveau de l'Antarctique, c'est l'impact que ça a sur la ressource alimentaire. Typiquement, le krill a lui-même migré encore plus au sud, à peu près 500 km en Antarctique. Donc, si le krill migre, Les les baleines, baleines vont migrer. ce qui est déjà le cas, elles ont migré encore plus au Grand Sud. Et même là, ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle de l'Antarctique, elles réalisent une autre petite migration pour pouvoir avoir au même accès qu'il y a quelques décennies de ça et être sûr de partir de leur zone d'alimentation avec assez de gras. Donc, ça veut dire qu'elles vont Donc, mettre encore plus de temps à revenir en à Polynésie. revenir, ouais, voire parfois, même les observations que l'on a, c'est que certaines resteraient là-bas. On n'aurait plus toute la population qui migrerait de façon Oui, c'est ça, annuelle. ouais. Le programme de suivi qu'on a de la population par génétique et photo-identification au sein de l'ASSO nous a permis de faire des recaptures d'individus au niveau de la péninsule antarctique, plus d'une dizaine, qui est clairement pas la zone suggérée Bah oui. d'alimentation de nos baleines, parce qu'on est vraiment décalé par rapport à la Polynésie française. Donc, c'est très intéressant en ce qui concerne d'avoir de meilleures connaissances de notre population, mais c'est aussi très alarmant parce que ça veut dire que avant même là de mieux connaître notre population, pardon, on se rend déjà compte des impacts du réchauffement climatique et autres.
Et la baleine à bosse, hein, pour me reposer un peu le contexte, ici en Polynésie française, elle fait partie de ce grand stock qu'on appelle le stock du Pacifique Sud et qui est l'une des 2 seules populations au monde encore considérées comme en danger. Donc on a un réel rôle, je pense, à jouer dans sa conservation et le fait de limiter au maximum absolument toutes les menaces. Bon, déjà, la mise en Euh, place du sanctuaire est une bonne bah, chose. exactement, c'est plus qu'exemplaire. On est aujourd'hui l'un des plus grands sanctuaires au monde. Mais il y a d'autres menaces parfois qui, parce qu'on ne les observe pas, on s'en rend moins compte, on les prend moins en charge, je trouve. Et typiquement, les pollutions sonores. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle très peu alors que les cétacés sont en première ligne. L'augmentation du trafic maritime, toutes ces choses-là. Ouais, ça peut être un peu Et plus compliqué en air, oui. voilà, donc c'est vrai qu'il faut avoir les yeux un peu partout. Des fois. Fanny, est-ce que on en parlait tout à l'heure, peut-être les orques, mais l'avenue des baleines en Polynésie draine-t-elle ces prédateurs? Et si oui, lesquels? Et est-ce que ça a un impact sur la population migratoire des baleines? Est-ce que les orques se sont dit, bon, on sait qu'elles partent de ce côté-là, on va les suivre? Alors, il n'y a pas eu d'études de fait, mais les orques maintenant, avec les réseaux sociaux, tous les moyens qu'on a de nos jours, on voit que les orques sont vus en Polynésie tout le long de l'année, pas spécialement quand les baleines sont là. L'année dernière, on a mis en place une étude sur la migration des paratas, les pointes blanches du large, pour voir si ces paratas se rapprochaient plus de l'île lors de la saison des baleines, vu qu'il y a beaucoup plus de monde dans l'eau autour, Et puis dans autour de l'absolu, les l'île. baleineaux qui doivent être peut-être plus faciles à Voilà. attraper que les adultes. Et pour l'instant, bon, l'étude est toujours en cours, on n'a pas les derniers résultats, mais il n'y a pas eu plus de paratas pendant la saison des baleines que hors saison. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais j'attends les résultats finaux. Olivier, au niveau des changements climatiques, est-ce que ça a aussi un affect sur la santé des baleines? Est-ce qu'elles sont plus Bah, faibles? Est-ce qu'elles sont plus À sensibles à partir plein de du choses? moment où le climat impacte par exemple, le krill, ils auront moins à manger, donc ils seront moins capables de faire la migration. Donc moins de gras et moins de force pour faire Voilà. la Et migration. aussi la mise bas. Le poids du baleineau, il va grossir surtout sur le retour. La nature est tellement bien faite que en fait, le bébé dans le ventre de la baleine, il est à un stade d'embryogénèse presque tout le temps. Et il va pas vraiment grandir jusqu'à ce qu'elle arrive en Antarctique et qu'elle commence à manger. Et là, le poids du bébé grossit énormément sur le trajet du retour. Donc, si elle n'a pas pu manger comme il faut, le bébé ne sera pas bien développé, il sera plus fait. Enfin, ça peut vraiment avoir un impact, ouais, encore à plein de niveaux. Tu disais tout à l'heure que la baleine vit seule Et solitaire. et Ouais. solitaire. Alors, ce baleineau, justement, à quel moment il se détache de la maman? Il reste 1 an avec sa maman. Théoriquement, elle lâche son bébé arrivé ici ou sur la route. Et c'est pour ça que souvent, là, on en a vu il y a 3 jours, je crois, dans le lagon de Vairao. Une maman avec un bébé, mais qui est un bébé de l'année dernière. Et là, donc, elle va pas tarder à le laisser vivre sa vie tout seul. Et donc, de nouveau, il va repartir naturellement avec la maman jusqu'en Non, il Antarctique. repartira Non. pas avec la maman. Il va repartir soit avec d'autres baleines. Souvent, elles se rejoignent à la fin de la saison au sud des îles pour préparer, pour se regrouper un peu. Elles voyagent quand même, je trouve, plutôt en groupe. Hein. Bien sûr. Et donc, souvent, ils ont tendance à se rassembler pour voyager. L'union fait la force, hein, parce qu'il y a des dangers sur la route. Mais oui, le baleineau, il va voyager tout seul. Il a fait l'aller avec la maman, il fait le retour tout seul. C'est incroyable. Ouais. Elle lui a montré le chemin, en fait. Ouais. Et Oui, voilà. mais c'est extraordinaire parce que pareil, Un chemin de 8000 km. Alors, à droite, tu tournes à droite. Là, hein, Là, oublie pas, t'oublies là. pas. mais c'est extraordinaire. Et donc, on peut trouver des baleines qui se perdent. Est-ce que leur sonar ou leur radar peut se fausser, peut-être par les pollutions sonores, ce genre de choses? Est-ce qu'il arrive qu'on retrouve chez des voisins des baleines mais qui normalement n'ont rien à faire là? Alors, c'est sûr que, comme tu le disais, hein, ça peut avoir des répercussions sur ces animaux et ça peut les désorienter, baleine à bosse ou pas. L'un des exemples qui est assez bien connu du grand public, malheureusement, c'est les échouages massifs, surtout ceux des globicéphales, où en Nouvelle-Zélande, chaque année, on observe des échouages de plusieurs centaines Expliquez. d'individus parfois, et la plus grosse hypothèse aujourd'hui qui est posée, c'est une zone où le champ magnétique aurait une espèce d'anomalie, ce qui en fait aurait Forme d'attirance alors? ouais, une attirance et après, en fait, une désorientation complète. Et donc, les animaux viennent à s'échouer. Ça peut même aller plus loin. Et là, tu peux même avoir complètement des répercussions au niveau de l'oreille interne. Et on observe même sur certains échouages des saignements au niveau de l'oreille. Donc,
vraiment, oui, clairement, ça peut désorienter des animaux, même parfois les tuer. Mais pour revenir à ta question, est-ce que parfois ça peut arriver que des baleines elles se retrouvent chez les voisins? Logiquement, il y a autre chose qui interfère. C'est un petit peu inné pour elles, ces grands comportements migratoires, pardon. Ouais, c'est Et programmé. Ouais. donc, c'est carrément programmé. On S'ils parle. sont perdus, c'est qu'ils sont malades. Ouais, C'est qu'il y a un Ouais, exactement. ça, c'est qu'il y a un Ouais. vrai problème. C'est Ouais. ça. Bah, si elles sont malades, est-ce qu'on peut soigner une baleine? Il faudrait déjà l'attraper. Voilà. Ouais, Le mais tu fais problème pas des- d'effort non plus. Ouais, J'essaye, hein, mais C'est sûr, j'ai hein. un peu du mal. J'arrive pas à descendre à 100 mètres en apnée. J'essaye. Moi, j'ai vu plein de photos, alors la question est toute simple. Et comment est-ce qu'elles dorment? Alors, tous les mammifères, en tout cas les baleines, elles coupent la moitié de leur cerveau, on va dire, pour vulgariser la chose. Elles ferment un œil, l'autre œil reste ouvert, c'est pas vrai, mais globalement oui. Et la moitié du cerveau dort et l'autre moitié reste éveillée pour surveiller et respirer. Parce que c'est un animal qui respire volontairement, pas comme nous. Nous, on dort, on continue de respirer. Eux, s'ils dormaient comme nous, ils s'arrêteraient de respirer. Donc, c'est par phase. Elles remontent respirer, elles redescendent, elles se C'est remettent ça. en semi-sommeil. C'est Et... ça. Après, parfois elles descendent et elles se reposent sans dormir, mais parfois elles dorment réellement et tu le vois quand tu descends. Tu vois clairement qu'il y a un œil fermé. Ça m'est déjà arrivé de Et, voir. et celles qu'on voyait, les photos qu'on a déjà vues avec des plongeurs où elles sont, au lieu d'être horizontales, elles sont verticales. Ouais, des fois elles dorment verticales, la tête en haut, la tête en bas, un peu n'importe quelle position. Photo, c'est incroyable ça. Ouais, Ouais. j'ai essayé, moi ça marche pas. C'est vrai. Frédéric, alors on parlait du rapport entre la baleine, hein, on va dire, au sens large, et les Polynésiens. Mais quel est-il maintenant, de façon, actuellement, est-ce que l'animal a toujours le côté aussi mythique ou mythologique? Bien sûr, mais déjà, il n'y a qu'à voir l'ensemble des mythes. La place de la baleine est énorme. Certaines parties de la baleine, notamment des cachalots, les dents de cachalot, étaient des objets de prestige dans tout le Pacifique. Hein, donc, c'était l'emblème des chefs qui portaient comme ça en pendentif. Il y a énormément aussi de noms de baleines, enfin, tout ce qui a trait à la baleine dans les toponymes, hein, dans les noms de lieux, partout. Là où il y a le musée, c'est Vaiparawa, la baie où il y avait justement ces baleines. Donc, du coup, il y a énormément de choses. Il y a encore beaucoup, beaucoup de connaissances par rapport notamment à la saisonnalité, puisque chaque fois qu'il y a une arrivée des baleines, il y a un arbre qui va fleurir à ce moment-là, qui va donner des fleurs rouges, des fleurs sacrées à l'époque. Donc, il y a certains arbres suivant les archipels qui vont annoncer donc l'arrivée donc des baleines. Du coup, toujours cette symbiose entre la terre et la mer. Hein. Donc, ça, c'est une observation qui date de 2000 ans et qui se transmet toujours encore aujourd'hui. C'est beau, j'aime bien quand c'est la nature qui fait bien les choses comme ça. Hein. Moi, je t'écoutais avec grand plaisir. Hein. On va revenir un peu plus terre à terre, puisqu'on est dans un sanctuaire et en clair, on aime bien qu'on leur foute la paix. Oui. Je dis les choses comme je le pense. Et donc, quels sont les gestes, les règles, voilà, les règles d'approche et d'observation de ces cétacés, puisque la saison a débuté. La saison va démarrer, donc Sois gentille, Fanny. Oui, je suis gentille. Les règles, c'est 100 mètres. Le navire doit rester à 100 mètres. Quand on rentre dans un rayon de 300 mètres autour des baleines, réduire la vitesse du bateau à 3 nœuds. Ensuite, rester à 100 mètres. Si on veut aller les voir parce qu'elles sont calmes et on peut plonger pour aller les voir, donc il faut nager 70 mètres parce qu'il faut être à 30 mètres du mammifère après, quand on est à la nage. Donc c'est pas En clair, tout le on monde. n'amène pas le bateau sur la baleine, on ne plonge pas à côté. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et ensuite, là où je tiens à préciser, c'est parce que ça fait déjà 2 ans que c'est en route, c'est interdit d'aller voir les baleines dans les lagons, les baies, les passes. Ouais, en clair, on a un bateau, on voit qu'il y a une baleine, on dit je prends le bateau, je vais les voir. Surtout pas. C'est au large, c'est au large. Il faut les laisser parce qu'en fait, ce sont des zones de repos, nos lagons, les baies, même si, par exemple, je prends le Tahara, la baie est immense, mais c'est une zone de repos, donc elle est là avec son baleineau, souvent pour se reposer, pour allaiter, pour voilà, se sociabiliser, apprendre un peu la vie à son petit. On va pas les observer. Même des fois échapper aux mâles, parce que des fois elles se font harceler par les mâles et les mamans, seules ou accompagnées, elles ont tendance à aller se réfugier. C'est ça. Les mâles rentrent, moi j'en ai vu que 2 en 15 ans rentrer dans le lagon. Ouais. Donc c'est vraiment une zone, très clairement, Oui. quand c'est au large, on suit les règles que tu viens d'édicter. Oui. Quand elles sont dans le lagon, ou en tout cas, On les laisse tranquilles. on leur fout une paire royale, parce Oui. que si elles sont là, c'est justement qu'elles Il y a ont une besoin raison. de cette zone de repos. Bien Oui, sûr, puis il y a en une plus, raison.
Et si on s'approche et qu'on les dérange, elles vont vouloir partir. Et ça se trouve, comme il dit Olivier, il y a un prédateur à l'extérieur. On Enfin, va voilà, bouleverser c'est la nature des choses, exactement. justement. Ouais. Alors, on va en parler, mais donc ça, c'est les règles à suivre. Et si on ne suit pas ces règles, Oui. alors quels sont les risques encourus si les règles ne sont pas respectées? Alors, pour En termes- l'activité d'approche des mammifères marins, la sanction, c'est une catégorie de 5e classe. Ça correspond à peu près à 180 000 francs Et la prison. d'amende. Et non, ça, c'est sur l'espèce. Non, C'est c'est Olivier qui essaye depuis tout à l'heure. vraiment tu le placer. lui fais du mal, là, il y a la prison, oui. Ouais, très clairement, si on va agresser Ouais. une baleine et que c'est constaté. Oui, là, il y a la prison et c'est 17 millions Alors, qui se pour chauffent, faire clair, comme c'est ça, pas le cas en Polynésie. Non. C'est surtout cette attirance qu'on a par rapport à cet animal. C'est de la curiosité. Ça reste bienveillant, on le sait. On a rarement entendu des gens aller agresser les baleines. Je crois qu'on l'a même jamais entendu. Donc, c'est plus de la maladresse. Donc, c'était bien de... Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans l'eau avec maman bébé, par exemple, et qui ont tendance à vouloir trop se laisser approcher du bébé ou aller embêter le bébé. Parce que c'est un animal qui est juvénile et très curieux de nature, et qui va pas se méfier, mais qui va prendre peur s'il se fait encercler de personnes, ou si les gens vont trop près, ou si on le laisse s'approcher trop près. Souvent, c'est ça aussi, c'est que le bébé, il est curieux, il va aller parfois toucher les gens si on le laisse s'approcher. Et au final, il a toujours peur, et au final, ça fait peur à la maman, et après, ils s'en vont. Ouais, donc, on perturbe l'équilibre Oui, des choses. donc. complètement, on les perturbe. Eh bien, grâce à vous, on en sait maintenant un petit peu plus sur ces incroyables cétacés. Et surtout, voilà, vous n'oubliez pas de respecter les règles pour les observer sans les déranger. Merci à vous quatre d'avoir Merci à répondu à tous. mes Alors, questions. Ouais. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.